ne viens pas pour Noël. Mon ex sera là et je veux prendre de ses nouvelles, m'a dit ma copine après que j'avais déjà tout planifié pour lui faire une surprise et acheter le cadeau de ses rêves. Alors, j'ai rendu le cadeau, fait mes valises et je suis parti. Un jour plus tard, elle m'a appelé en pleurant parce que son ex avait amené sa fiancée enceinte. Salut à tous, avant de passer à la vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime » si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci. Merci. La petite boîte bleue semblait peser une tonne dans la poche de ma veste, un lourd secret. Depuis 3 mois, elle était ma boussole. Chaque fois que Chloé faisait défiler son fil Instagram en septembre dernier et tombait sur la publication de ce joaillier en soupirant, « Mon Dieu, cette monture art déco est littéralement mon rêve », je prenais une note mentale. Chaque fois que nous passions devant la vitrine de la boutique à Paris et qu'elle s'arrêtait juste une seconde, je le remarquais. Ce collier n'était pas seulement un cadeau. C'était un symbole, la preuve que j'écoutais, que je me souvenais. C'était aussi la pièce maîtresse de ma grande surprise de Noël. Chloé était rentrée dans sa famille dans les Alpes une semaine plus tôt, stressée par la finalisation d'un gros projet pour son agence de marketing. Je serais simplement enterré dans mon ancienne chambre, m'avait-elle dit en m'embrassant pour me dire au revoir à l'aéroport. Ce seront des vacances de travail jusqu'à ce que tu arrives. Le réveillon de Noël sera notre véritable commencement. Notre plan était simple. Je devais prendre l'avion le 24, passer le jour de Noël avec sa famille nombreuse et bruyante, puis nous aurions 2 jours seuls dans un chalet confortable que j'avais réservé à la montagne avant de rentrer ensemble en voiture. Mais la surprise, ma surprise, c'était que je n'arrivais pas le 24. J'arrivais le 23. J'avais changé mon vol, utilisé une partie de la prime que j'avais discrètement mise de côté, et j'allais me présenter à la porte de sa famille un jour plus tôt, collier en main, pour l'emmener pour une soirée privée et romantique avant le chaos familial. J'étais en train de faire mon bagage à main quand son SMS est arrivé. C'était le 22 décembre. Je partais dans 12 heures. Le téléphone a vibré sur le lit à côté de mon pull à moitié plié. J'ai vu son nom et j'ai souri, m'attendant à un message frénétique rempli d'émojis sur la cuisine de sa mère ou les enfants de sa sœur. Chloé 16h18, salut, petit changement de plan pour demain. Mon sourire n'a pas vacillé. Elle ne se doute de rien, ai-je pensé. Chloé 16h19, ne viens pas pour le réveillon de Noël. Les mots furent comme un coup de poing bref et sec dans le diaphragme. L'air a quitté mes poumons. J'ai fixé l'écran, attendant la chute, la suite. Je plaisante, arrive plus tôt. Rien. Chloé 16h20, Marc sera là avec sa famille. Et honnêtement, je veux juste avoir une chance de prendre de ses nouvelles sans que ce soit bizarre. Ça fait des années. On fera notre truc après le nouvel an. D'accord ? Merci de ta compréhension. Je l'ai lu. Puis je l'ai relu, et une 3e fois. Mes yeux s'accrochaient aux phrases comme des hameçons. Ne viens pas, Marc, sans que ce soit bizarre, merci de ta compréhension. Marc. Son copain de fac. Celui qui était fils à papa, avec un sourire condescendant sur chaque photo. Celui qui lui avait échappé, une phrase qu'elle n'avait utilisée qu'une seule fois, ivre, et qu'elle avait immédiatement essayé de reprendre. Je ne l'avais jamais rencontré. C'était un fantôme dans notre relation. Une référence dont je n'avais apparemment jamais eu à m'inquiéter, jusqu'à maintenant. Le silence de mon appartement est devenu absolu, un silence épais et cotonneux. Je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur, le pouls lointain de la circulation. Je me suis assis sur le bord du lit, le pull soigneusement plié maintenant un tas froissé sous moi. Mon premier réflexe, stupide, fut d'expliquer, de lui parler de la surprise, de dire « mais je suis déjà en route. J'ai le collier. On peut toujours avoir notre soirée. » Comme si mon grand geste romantique pouvait l'emporter sur son désir de voir Marc. Une vague froide et claire m'a submergé, éteignant cet instinct. Ce n'était pas une négociation. C'était une notification. Elle m'avait désinvité de Noël pour faire de la place à un fantôme. Et elle l'avait fait par SMS, la veille de mon départ. J'ai pris le téléphone. Mes doigts étaient stables. Je n'ai pas appelé. J'ai tapé. Moi 16h25, il faut que tu m'expliques ça. Appelle-moi. 5 minutes ont passé. Puis mon téléphone a sonné. Son visage est apparu à l'écran. Une photo que j'avais prise d'elle riant au soleil. Ça semblait être une relique d'une autre vie. J'ai répondu.
Allô? Allô, dit-elle. Sa voix était légère, un peu impatiente. Il y avait du bruit en arrière-plan. Un bruit de famille, des assiettes qui s'entrechoquent, un enfant qui crie. Normalement, tu as reçu mon message. Je l'ai reçu. Tu me désinvites pour pouvoir prendre des nouvelles de Marc. J'ai gardé ma voix plate, dépourvue du tremblement que je sentais dans ma poitrine. Elle a poussé un soupir court et exaspéré. Mon Dieu, ne le dis pas comme ça. Ce n'est pas une dédite. C'est juste que c'est compliqué. Les Anderson sont de vieux amis de la famille. Il est en ville. Il traverse une période difficile et je dois juste être là pour lui, en tant qu'ami. Ta présence rendrait les choses tendues. Tu serais assis là et je me sentirais observé. J'ai absorbé la logique. Il traverse une période difficile. Je dois être là pour lui à Noël. Dans sa maison familiale, ma présence serait un obstacle à son soutien envers un autre homme. Tu dois être là pour lui, ai-je répété lentement. À Noël. Et moi, je suis. Quoi, un obstacle? Tu vois, c'est pour ça que je ne voulais pas entrer dans les détails. Son ton s'est durci, une attitude défensive familière qui précédait habituellement une dispute. Elle était déterminée à gagner. Tu ramènes tout à toi. Ce n'est qu'une soirée. Ce n'est pas grave. Nous avons toute la vie pour les Noëls. Je pense que j'ai besoin de clore ce chapitre avec lui pour pouvoir avancer pleinement avec nous. Ne peux-tu pas me soutenir là-dedans? C'est juste une façon mature de tourner la page. Mature. Le mot était une arme, soigneusement choisie pour que ma blessure paraisse puérile. Mon silence s'est étiré. Julien, tu es là? Écoute, ce n'est pas grave. On passera un super moment après le nouvel an. Je te le promets. La boîte bleue dans ma poche semblait me brûler la cuisse. La réservation non remboursable du chalet. Le vol modifié. L'image mentale que j'avais chérie pendant des semaines de son visage stupéfait et joyeux à la porte s'est brisée et reformée en une nouvelle, elle, assise près d'un feu avec Marc, partageant un sourire nostalgique pendant que j'étais assis seul dans notre appartement, compréhensif. Donc c'est ça, ai-je dit, ma voix trouvant enfin son nouveau registre calme. Ce n'était plus la voix de son petit ami. C'était la voix d'un homme observant un phénomène très intéressant, très triste. Tu as décidé que je ne devais pas venir pour le réveillon de Noël. Oui. Ne sois pas dramatique. C'est juste de la logistique, n'est-ce pas, ai-je dit. Logistique. Alors, on est d'accord, demanda-t-elle, l'impatience revenant. Elle passait déjà mentalement à ce que, prendre des nouvelles, impliquait. Oui, Chloé, dis-je, en regardant autour de la chambre que nous partagions, la vie que je pensais que nous construisions. On est d'accord. J'ai mis fin à l'appel. Je n'ai pas attendu son au revoir. Pendant longtemps, je suis resté assis là. La colère est venue, une vague rouge et chaude, mais elle a atteint son apogée et s'est brisée rapidement contre les falaises abruptes et absurdes de son manque de respect. Ce qui restait dans son sillage était une clarté profonde, presque paisible. Les questions, comment a-t-elle pu, se sont dissoutes. Elle a pu. Elle l'a fait. Le pourquoi n'avait pas d'importance. Le seul fait pertinent était l'action elle-même. Elle avait choisi la possibilité de Marc plutôt que la certitude de moi. L'une des soirées les plus importantes de l'année. Et elle l'avait fait avec la cruauté désinvolte de quelqu'un qui annule un rendez-vous chez le coiffeur. Je me suis levé. Le premier geste fut mécanique. J'ai ouvert mon ordinateur portable, navigué sur le site de la compagnie aérienne et annulé mon vol. Le crédit irait sur mon compte pour un futur voyage, en solo. Ensuite, j'ai sorti la petite boîte bleue de ma poche. Je l'ai tenue dans ma paume. Son poids, sa promesse, me semblaient maintenant pathétiques. Un symbole de ma dévotion, prêt à être offert à quelqu'un qui voyait ma dévotion comme un inconvénient. Je l'ai remise dans sa pochette en velours, l'ai placée dans le plus grand sac cadeau avec le papier de soie, et j'ai attrapé mon manteau. La bijouterie se trouvait dans un centre commercial chic voisin, encore paré de guirlandes et grouillant d'acheteurs de dernière minute. La même vendeuse qui m'avait aidé il y a 3 mois, une gentille femme plus âgée nommée Eliane, m'a reconnu. Déjà de retour? La monture ne lui a pas plu, demanda-t-elle, son sourire chaleureux. La monture était parfaite, dis-je, la voix égale. La destinataire, en revanche, ne l'était pas. Je dois le rendre.
Son sourire s'est estompé pour laisser place à un regard de pitié douce et professionnel. Elle n'a pas demandé de détails. Elle a simplement traité le retour, ma carte de crédit a été remboursée avec un doux « tching » qui sonnait comme la clôture d'un registre. En me tendant le reçu, elle m'a fait un petit signe de tête compatissant. La bonne personne finira par arriver, mon cher, et elle l'appréciera. Je l'ai remercié et je suis parti, le sac cadeau maintenant vite jeté dans une poubelle près de la sortie du centre commercial. De retour à l'appartement, le travail a commencé. J'ai sorti ma grande valise et un jeu de boîte en carton du placard. J'ai commencé par la salle de bain, retirant mes articles de toilette du porte-savon de la douche, de l'étagère au-dessus du lavabo. Je n'ai pris que ce qui était à moi. Le rasoir de luxe qu'elle m'avait acheté pour mon anniversaire, l'eau de Cologne qu'elle disait adorer. J'ai laissé le shampoing à moitié utilisé que nous partagions. Dans la chambre, j'ai vidé mon côté du placard, mes tiroirs de la commode. J'étais méticuleux, tel un chirurgien retirant un corps étranger. J'ai pris la photo encadrée de nous sur ma table de nuit. J'ai laissé celle sur la sienne. J'ai retiré les draps du lit. Ils étaient à moi, et j'ai laissé le matelas nu. J'ai emballé les livres des étagères, ceux que j'avais apportés dans la relation. J'ai débranché ma console de jeu de la télévision du salon, enroulé les fils avec soin. Avec chaque objet emballé, chaque trace de moi enlevée, l'appartement ne semblait pas plus vide. Il semblait plus léger, comme si je me débarrassais d'une peau devenue trop serrée, trop fine. Cela a pris 4 heures. Quand j'ai eu fini, l'espace qui restait était le sien, sans dilution. Il ressemblait à l'appartement d'une inconnue, ou à l'appartement de la femme que Chloé avait été avant que je n'emménage. Il était complet sans moi. J'ai chargé les boîtes et la valise dans ma voiture. J'ai fait un dernier tour. Salle de bain, chambre, salon, cuisine. J'ai vu une tasse à café que je lui avais achetée lors d'un voyage. Celle qui disait « meilleure copine » ou presque, pour plaisanter. Je l'ai laissée. À la porte d'entrée, je me suis arrêté. J'ai retiré ma clé de mon porte-clés. Le métal était chaud de ma poche. Je l'ai posé avec soin sur la petite table de l'entrée, juste au centre. Puis je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai conduit jusqu'à un hôtel près de l'aéroport. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. J'ai ressenti un silence vaste et retentissant. J'ai commandé un service en chambre, regardé un film sans intérêt et dormi d'un sommeil profond et sans rêve. La chambre d'hôtel était une capsule de silence stérile. Pas de guirlande, pas de musique de Noël en fond sonore, juste le faible bourdonnement de la climatisation et le son lointain et étouffé d'une chaîne d'informations de la chambre voisine. Je me suis réveillé le matin du 23, le jour où j'étais censé la surprendre, et je n'ai ressenti non pas la dévastation, mais une simplicité creuse et propre. Le chagrin était là, mais c'était une chose lointaine, enfermée derrière une épaisse vitre. Plus présent était le pur soulagement d'avoir agi, d'être libéré de l'attente, de l'interrogation, de l'espoir pathétique qu'elle changerait d'avis. J'ai passé la journée dans un état de détachement productif. J'ai trouvé un garde-meuble près de mon bureau, l'ai loué pour 3 mois, et j'ai déplacé toutes les boîtes et ma valise de la voiture dans le petit espace en béton. C'était un acte de mise entre parenthèses temporelle. C'est l'intérim. Ce n'est plus ma vie. J'ai ensuite conduit vers le seul endroit qui me semblait être un refuge, la maison de mon frère aîné en banlieue pavillonnaire. Michel n'a eu qu'à me regarder sur le pas de sa porte, mon expression plate, sans bagage à la main, pour ne poser aucune question. Il a juste ouvert la porte plus grand. Bière au frigo. Le canapé est à toi. Les enfants sont excités par le sucre et le papier cadeau. Je te préviens. C'était parfait. Le bruit chaotique et aimant de sa famille était un baume. J'ai aidé mon neveu à assembler un vaisseau spatial en Lego déroutant, écouté les drames professionnels de ma belle-sœur et mangé 3 portions de gratin dauphinois. Quand Michel m'a finalement coincé dans la cuisine en chargeant le lave-vaisselle, il s'est appuyé contre le comptoir. Alors, tu veux me dire pourquoi tu es ici et pas dans les Alpes? Je lui ai tout raconté, sur le même ton calme et factuel que j'avais utilisé pour faire mes cartons. Elle m'a désinvité du réveillon pour pouvoir prendre des nouvelles de son ex sans que je rende les choses bizarres. Alors, j'ai déménagé mes affaires. Michel m'a regardé, un torchon figé à la main. Puis, il a laissé échapper un sifflement bas. Waouh, c'est incroyablement moche. Il a étudié mon visage. Ça va? Tu as l'air bizarrement bien.
Je vais bizarrement bien, ai-je dit, et j'ai réalisé que c'était vrai. Je crois que j'étais malheureux depuis un moment. Je n'avais juste pas une assez bonne raison de l'admettre. Maintenant, j'en ai une. Il a hoché la tête, me frappant l'épaule. Bien, alors on est content que tu sois là. Qu'elle aille se faire voir. Cette nuit-là, sur son canapé, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Le réveillon de Noël, mon téléphone est resté sombre et silencieux. J'avais mis ses notifications en sourdine, mais j'avais laissé la ligne ouverte. Une partie de moi, détachée et observatrice, était curieuse. Enverrait-elle un « joyeux Noël » de pure forme? Appellerait-elle, pleine d'une fausse joie, en faisant comme si notre conversation n'avait jamais eu lieu? Je me sentais comme un scientifique attendant une réaction prévisible. La réaction n'est pas venue par un SMS, mais par un message vocal. Il est arrivé à 23h37. Je jouais à un jeu vidéo avec mon neveu quand j'ai vu la notification. J'ai attendu qu'il soit distrait par une cinématique flashy, puis j'ai mis mes écouteurs et je suis allé dans la salle de bain des invités, fermant la porte à clé. J'ai appuyé sur lecture. Le son qui est sorti n'était pas la Chloé que je connaissais. C'était une version brute, humide, brisée. Des sanglots octaient à travers le message, interrompus par des respirations saccadées. Julien. Oh mon Dieu. Julien, tu ne croiras jamais ce qu'il a fait. Une inspiration tremblante. Il l'a amené. Il a amené ça. Sa fiancée. Une blonde de Neuilly. Et elle est, sa voix est tombée à un murmure horrifié, elle est enceinte. Genre, vraiment enceinte. Ça se voit. Et il a porté un grand toast. En lui tenant la main, racontant comment ce Noël était un moment où la boucle était bouclée et à quel point ils étaient excités de fonder leur famille. Il y eut un son comme si elle couvrait le téléphone, un gémissement étouffé. Puis elle est revenue, la voix tremblante d'un mélange toxique de chagrin et de fureur. Il l'a fait exprès pour m'humilier. Il savait que je serais là. Il avait demandé si je serais là. Toute ma famille a vu la scène. Ma mère n'arrête pas de me lancer des regards. Mon père a juste quitté la pièce. Tout le monde fait comme si de rien n'était, mais c'est un massacre ici. Elle s'est de nouveau effondrée, pleurant de manière incontrôlable. Puis, un changement. Le désespoir s'est tourné vers l'extérieur, vers moi. Le ton est devenu suppliant, enfantin. J'ai besoin de toi. S'il te plaît. Je suis tellement stupide. Je le vois maintenant. Je vois tout si clairement. C'est un monstre. Et toi? Tu es ma personne. S'il te plaît. Peux-tu juste me rappeler? Juste me parler. Dis-moi que ça va aller. Je n'ai jamais eu autant besoin de toi qu'en ce moment. S'il te plaît, Julien. Le message s'est terminé. Je l'ai écouté 2 fois. La première fois, j'ai suivi les faits, la fiancée enceinte, le spectacle public, son humiliation. La deuxième fois, j'ai écouté le sous-texte. Pas une seule fois elle ne s'est excusée auprès de moi. Ni pour m'avoir désinvité, ni pour avoir choisi Marc, ni pour son rejet cruel. Son regret était entièrement égocentrique. Elle était humiliée. Elle était stupide. Elle avait besoin de réconfort. J'étais simplement l'utilitaire dont elle avait maintenant besoin, la trousse de premiers soins émotionnels qu'elle avait jetée mais qu'elle s'attendait maintenant à retrouver entièrement approvisionnée. Je n'ai rien ressenti. Pas de vengeance. Pas de schadenfreude. Juste une confirmation froide et finale. La femme dans ce message vocal était la vraie Chloé. Celle avec qui j'avais vécu avait été une façade agréable. Cette personne désespérée, égocentrique et pleine de droits était la réalité. J'ai supprimé le message vocal. Je n'ai pas rappelé. Les SMS ont commencé le matin de Noël. Chloé, 9h14, tu as eu mon message? Je souffre vraiment. Chloé, 11h02, je n'arrive pas à croire que tu m'ignores le jour de Noël. C'est tellement cruel. Chloé, 14h48, ma famille demande où tu es. Je ne sais pas quoi leur dire. Tu rends les choses tellement plus difficiles. Le transfert de la faute fut immédiat et a coupé le souffle. J'étais cruel. Je rendais les choses difficiles. Ces actions avaient disparu du récit.
Je l'imaginais assise au milieu du papier cadeau déchiré et de la pitié de sa famille, tissant une nouvelle histoire où elle était la victime de 2 hommes sans cœur. Je ne l'ai pas bloquée. J'ai regardé l'histoire se dérouler en temps réel, comme si je faisais défiler un blog tragique et mal écrit. Le point culminant de l'acte 2 est arrivé tard le 26. Chloé, 22h17, c'est tout, alors? Tu vas juste me ghoster après 4 ans? Je suis ici, dévasté, et tu es si froid. C'est tellement toi de fuir quand les choses deviennent émotionnellement difficiles, de te fermer. Marc avait raison à ton sujet. Il disait que tu étais passif et que tu ne te battrais pour rien. Je suppose qu'il l'avait vu aussi. Et voilà. Le masque était complètement tombé. La colère, l'agressivité, la citation directe du camp ennemi. Marc avait raison à ton sujet. La phrase flottait dans l'air numérique, toxique et révélatrice. Elle confirmait tout. Ils n'avaient pas seulement pris des nouvelles. Ils avaient disséqué notre relation. Mon caractère avait été un sujet de conversation entre eux. Elle s'était assise là, écoutant son ex-petite amie me critiquer, et elle avait gardé son évaluation de côté pour l'utiliser comme une arme maintenant. Un étrange sentiment de paix s'est installé en moi. C'était le cadeau. Ce SMS était la libération finale et définitive. Elle m'avait montré le dernier coin caché de son manque de respect. Il n'y avait plus rien à voir. Mes doigts ont survolé l'écran. C'était le moment de la réponse finale. Elle ne nécessitait ni colère, ni longue réfutation. Elle devait être une simple déclaration factuelle de la nouvelle réalité. Un miroir tendu à ses propres mots. J'ai tapé 3 phrases. Je les ai relues. Elles étaient parfaites dans leur finalité calme et absolue. Elles ne contenaient aucune émotion, aucune sympathie, aucun hameçon pour une réponse. C'était une porte qui se fermait, un livre qu'on rangeait. J'ai appuyé sur envoyer. Moi, 22h23, j'ai écouté tes messages. Ce qui s'est passé avec Marc semble être exactement ce que tu avais demandé, une chance de prendre de ses nouvelles. Tu l'as eu. J'ai tourné la page. Ne me contacte plus. Alors, et seulement alors, j'ai bloqué son numéro. Je suis allé au salon où Michel regardait un match de basket. Tu as l'air plus léger, grognatait-il, sans quitter l'écran des yeux. Je le suis, dis-je, et je le pensais. Le cordon était coupé. Le silence qui a suivi n'était pas une attente. C'était juste le silence, et il m'appartenait entièrement. Le silence après l'envoi de ce SMS n'était pas vide. Il était plein, épais d'une paix que je n'avais pas connue depuis des années. C'était le son d'une alarme de bas niveau constante qui était enfin éteinte. Je suis resté chez Michel pendant une semaine, un fantôme dans le joyeux chaos de sa maisonnée d'après-fête, me reconstruisant lentement. La première chose que j'ai faite a été de trouver un nouvel appartement, un 2 pièces moderne et compact dans le centre-ville avec une vue sur la Seine et aucun souvenir dans les murs. Il ressemblait moins à un foyer qu'à un centre de commandement pour une nouvelle vie. J'aimais ça. Je me suis jeté dans le travail. Le projet sur lequel je me laissais porter, celui que j'avais dépriorisé pour planifier la surprise de Noël, a soudainement eu toute mon attention furieuse. J'étais le premier au bureau, le dernier à partir. Ma patronne, une femme perspicace nommée Clara, m'a convoqué dans son bureau à la mi-janvier. « Je ne sais pas ce que vous avez fait du Julien décontracté du 4e trimestre, dit-elle en joignant ses doigts, mais j'aimerais garder cette version. La proposition Henderson était exceptionnelle. Je vous propose pour diriger la nouvelle équipe de liaison de la division aérospatiale. C'est une promotion importante et cela nécessite un voyage à leur siège à Lyon le mois prochain. Ça vous intéresse? Une promotion. Un voyage. Une raison d'être au bureau tard le soir. C'était une bouée de sauvetage lancée à un homme qui nageait déjà, mais je l'ai saisi à 2 mains. Absolument, ai-je dit, et je le pensais. Les messages de Chloé ne se sont pas arrêtés avec le blocage. Ils ont simplement changé de canal. Une semaine après le Nouvel An, mon écran s'est allumé avec un appel de Lise, la mère de Chloé. Je l'ai regardée. Lise avait toujours été gentille avec moi, bien qu'un peu envahissante. J'ai ressenti une pointe d'obligation, puis je me suis souvenu du message vocal, ma mère n'arrête pas de me lancer des regards, et j'ai laissé tomber sur la messagerie. Julien, mon chéri, c'est Lise. Sa voix était mielleuse d'inquiétude. On s'inquiète tous tellement pour toi aussi. Chloé est anéantie, mon petit. Complètement effondrée.
Je sais qu'elle a fait une bêtise, mais qu'est-ce que l'amour sans le pardon? Elle a besoin de toi. C'est dans ces moments-là qu'on soutient sa femme. Appelle-la. D'accord? Arrangeons ça. Une bêtise. L'expression était comme une clé ouvrant une porte sur tout un couloir de perspectives toxiques. C'était l'écosystème qui avait créé Chloé. Je l'ai supprimé. Puis est venu l'allié que je redoutais le plus. Léa, la meilleure amie de Chloé. Le SMS de Léa était un chef-d'œuvre de loyauté agressive. Léa, 12 janvier, Julien. C'est quoi ce bordel? Tu l'as juste abandonné après ce que ce salaud de Marc lui a fait. Elle est dévastée. Elle a merdé, mais tu te comportes comme un sans-cœur. Elle a passé 4 ans à construire une vie avec toi et tu jettes tout en l'air pour une seule nuit. Les vrais hommes se battent pour leur couple. Appelle-la. Je n'ai pas répondu. J'ai juste enregistré le numéro sous « Léa toxique » et l'ai bloqué. Les vrais hommes se battent pour leur couple. La phrase résonnait. Je m'étais battu. Je m'étais battu en planifiant une surprise, en achetant un collier en diamant, en étant présent pendant 4 ans. Ce qu'elle voulait dire, c'était « les vrais hommes s'assoient tranquillement et acceptent le manque de respect ». J'en avais fini avec cette traduction. La tentative la plus révélatrice est venue début février. Un email. Elle avait dû dénicher une ancienne adresse email professionnelle. L'objet était « S'il te plaît, Julien. Je ne sais pas si tu liras ceci. J'espère que oui. Je suis en thérapie maintenant. Mon thérapeute dit que j'ai une tendance à l'auto-sabotage quand je suis proche du vrai bonheur. Il dit que ce que j'ai fait était une manifestation d'une insécurité profonde, pas un reflet de mes sentiments pour toi. Je le vois maintenant. J'ai jeté la meilleure chose que j'ai jamais eue parce que j'avais peur de l'intensité de mon amour pour toi. N'est-ce pas tragique? Marc est un homme creux. Ce qu'il a fait a confirmé tout ce que tu penses probablement de lui. Mais cela m'a aussi montré le contraste frappant. Ta solidité, ta gentillesse, ta force tranquille. J'étais trop aveugle pour voir sa valeur jusqu'à ce que je sois entouré par sa vacuité, tape à accent grave l'œil. Je ne te demande pas de revenir maintenant. Je demande juste une conversation, une chance de m'excuser en personne, pour tourner la page, pour nous deux. Tu te le dois à toi-même, n'est-ce pas? De ne pas laisser quelque chose qui était si beau se terminer par un SMS. S'il te plaît, Julien. Chloé. C'était une meilleure performance. Elle utilisait les bons mots. Thérapie, auto-sabotage, solidité, tourner la page. Elle a même tenté un piège logique. Tu te le dois à toi-même. Mais le refrain de base était le même. Je. Mes sentiments, ma thérapie, ma conclusion. Mon rôle était de fournir un public pour son arc de rédemption. Je n'ai pas répondu. J'ai créé un filtre qui envoyait tout email de son domaine directement à la corbeille. L'acte semblait chirurgical, propre. Ma propre conclusion n'est pas venue d'une conversation avec elle. Elle est venue des nouveaux rythmes de ma vie. Elle est venue de la satisfaction tranquille d'un appartement propre. De l'effervescence stimulante de mon nouveau rôle au travail, des samedis matins dans une salle d'escalade au lieu de brunch avec ses amis. De la reconnexion avec mes propres amis qui ont, prudemment puis avec enthousiasme, accueilli le retour de la version de moi qu'ils se souvenaient d'avant Chloé, celle qui riait plus facilement. Je tournais la page, non pas avec un élan dramatique, mais avec un engagement quotidien et constant envers une vie qui était entièrement la mienne. Elle devenait un souvenir lointain et désagréable, comme une mauvaise grippe, jusqu'au mariage. L'invitation au mariage de Benoît et Claire était arrivée des mois auparavant, save the date, quand Chloé et moi étions encore un couple. Benoît était un ami de fac. Claire était devenue amie avec Chloé par association. J'avais répondu pour deux, bien avant les Alpes. Dans le tourbillon du nouveau travail et du déménagement, j'avais oublié. Un email de rappel fin avril m'a secoué. Nous avons hâte de célébrer avec toi et Chloé, gazouillait-il. Je l'ai fixé. C'était la première collision avec le monde réel, le test public. Je pouvais ne pas y aller. Ce serait la chose la plus simple, la plus nette. Mais quelque chose en moi se rebellait contre l'idée de me cacher. Me cacher, c'est ce que je faisais quand j'étais avec elle. Me faire plus petit pour accommoder ses humeurs, ses désirs sociaux. Je n'étais plus cet homme. J'ai répondu à Claire, une note courte et gracieuse expliquant que Chloé et moi n'étions plus ensemble,
que je leur souhaitais tout le bonheur du monde, et que je comprendrais parfaitement si une personne accompagnatrice n'était plus possible. J'ai proposé de me retirer. L'appel de Claire fut immédiat. « Julien, oh mon Dieu, ça va ? Bien sûr que tu viens toujours. Benoît serait dévasté. S'il te plaît, viens. Ça te fera du bien. » Alors, j'y suis allé. J'ai acheté un nouveau costume, mieux coupé. J'y suis allé seul. Le mariage avait lieu dans un vignoble à 1 heure au nord de la ville. C'était une soirée de mes parfaites. En entrant dans le cocktail sur la terrasse, une flûte de champagne à la main, je l'ai vue. Elle se tenait avec Léa et quelques autres de sa périphérie. Elle était plus mince. Son rire à quelque chose que Léa avait dit était trop fort, trop aigu. Elle portait une robe que je reconnaissais, une qu'elle avait achetée pour un mariage l'année dernière où elle avait passé tout le trajet de retour en voiture à critiquer les choix de la mariée. Ses yeux balayaient la foule, agités. Ils se sont posés sur moi. L'expression sur son visage était une diapositive changeant rapidement, le choc, une lueur d'espoir, puis un durcissement en une blessure de façade. Elle a chuchoté quelque chose à Léa, qui a lancé un regard noir dans ma direction. J'ai fait un petit signe de tête neutre et je me suis tourné pour trouver Benoît, lui frappant le dos, sincèrement heureux pour mon ami. Je pensais que ce serait tout. Une reconnaissance. Je pourrais l'éviter toute la nuit. J'avais tort. Elle m'a coincé près du mur de pierre surplombant les vignobles alors que le soleil commençait à descendre sous les collines. Elle s'y était clairement préparée, alimentée au pinot blanc. Julien, sa voix était douce, tremblante, la voix de la thérapie. « Chloé, dis-je, mon ton poli, comme on s'adresserait à un collègue qu'on connaît à peine. Tu es très élégant. » Elle l'a dit comme une accusation. « Merci. Tu es bien aussi. » Un mensonge social inoffensif. Les politesses se sont évaporées. Elle a fait un pas de plus, ses yeux cherchant dans les miens la blessure, la colère, l'amour, n'importe quoi pour s'accrocher. Elle n'a trouvé qu'une distance calme et polie. Cela l'a déstabilisée. « J'ai reçu ton SMS, dit-elle, le tremblement devenant plus prononcé. C'était si froid, Julien. Après tout, tu m'as juste rejeté. » J'ai pris une gorgée de champagne. J'ai énoncé un fait. Il n'y avait plus rien à discuter. Plus rien à discuter ? Un éclair de l'ancienne colère, rapidement maîtrisé. Nous étions ensemble pendant 4 ans. Nous parlions de mariage. Tu es juste parti sans te battre. Tu as rendu ton choix parfaitement clair, dis-je, la voix toujours égale. Je l'ai respecté. Je me suis retiré de la situation que tu voulais. Ce n'était pas la situation que je voulais. Son murmure était féroce. Je voulais tourner la page avec le passé pour pouvoir être pleinement présente avec toi. Tu n'as pas compris. J'ai compris, dis-je, rencontrant enfin ses yeux directement. Tu voulais explorer une option avec Marc, libéré de la complication de ma présence. J'ai compris et j'ai obtempéré. Il n'y a aucune confusion ici, Chloé. La vérité brute et sans phare, énoncée sans malice, lui a coupé le souffle. Ses yeux se sont remplis de larmes théâtrales. Il s'est servi de moi. Il m'a humilié. Toute ma famille a vu. Je ne me suis jamais senti aussi seul. J'ai attendu. Elle attendait que je dise « Je suis désolé que ça te soit arrivé ». Que je lui offre le réconfort qu'elle exigeait dans le message vocal. Je n'ai rien dit. Le silence s'est étiré, devenant lourd, gênant. Ses larmes ont séché, frustrées. « C'est tout, alors ?» demanda-t-elle finalement, la voix faible. « Tu ne ressens rien après tout ce que nous avons eu. » C'était le moment. La réponse finale n'était pas dans un SMS. Elle était ici, en personne, avec la lumière dorée d'un soleil couchant projetant de longues ombres. « Je ressens, dis-je, choisissant mes mots avec le même soin que j'utilisais dans mon nouveau travail, que la personne à qui j'étais engagé n'existe plus. Les choix que tu as faits l'ont révélé. Je suis bien plus que cette personne. Maintenant, je construis une vie qui n'inclut ni son souvenir, ni les conséquences de ses choix. Ce que tu ressens ou ce dont tu as besoin n'est plus une monnaie avec laquelle je traite. » Elle a cligné des yeux. La formulation clinique la laissant déconcertée. « Une monnaie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne suis pas une transaction. Ça veut dire, dis-je,
mon ton se réchauffant enfin d'un amusement léger et inébranlable, que tu me demandes d'investir de l'énergie émotionnelle dans une entreprise qui m'a déjà mené à la faillite une fois. J'ai clôturé ce compte. Je me concentre sur des entreprises rentables maintenant. J'ai vu la compréhension poindrer, avec elle, une dernière méchanceté désespérée. Rentable? Comme ta petite promotion? Léa me l'a dit. Tu penses que ça te rend heureux? Tu te caches juste dans ton travail. Tu es seul. À ce moment-là, Clara, ma patronne, s'est approchée, s'insérant de manière transparente dans le cercle. Elle a posé une main légère sur mon bras, un geste d'affection décontracté et professionnel. Julien, désolé d'interrompre. Le chef de l'équipe Henderson vient d'arriver. Il est impatient de vous rencontrer avant lundi. Vous avez un moment? J'ai souri, un sourire sincère et facile. Bien sûr. Je me suis retourné vers Chloé. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés, observant la présence confiante de Clara, la mention du client prestigieux, la facilité avec laquelle j'habitais un monde dont elle ne savait rien. Si vous voulez bien m'excuser, dis-je, ma voix l'incarnation même de la finalité polie. Je n'ai pas regardé en arrière en m'éloignant avec Clara. Je n'en avais pas besoin. Je l'avais vu dans les yeux de Chloé, la réalisation naissante et horrifiante que sa pire crainte s'était réalisée. Elle était devenue insignifiante. L'histoire qu'elle se racontait sur ma nostalgie, ma blessure cachée, un amour qu'elle pourrait récupérer, était une fiction. Je ne me cachais pas dans mon travail. Je m'épanouissais. Je n'étais pas seul. J'étais entouré de respect et de nouvelles possibilités. Et l'homme qu'elle avait rejeté n'était pas brisé. Il était simplement parti, remplacé par quelqu'un de plus calme, de plus fort, et totalement désintéressé des décombres qu'elle avait laissés derrière elle. L'orchestre a commencé à jouer à l'intérieur. L'odeur du dîner flottait dans l'air. J'ai serré la main de l'important client, mon esprit pleinement engagé dans un avenir prometteur. Quelque part derrière moi, dans le crépuscule grandissant, un fantôme de mon passé s'évanouissait enfin. Et je n'ai pas gaspillé une seule pensée à la regarder partir. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Que pensez-vous de cette histoire? Partagez-le dans les commentaires.